infatigable prêteur, orateur incendiaire, ragueur automatique de la pensée unique, tombeur des codes obsolètes. Là où Vergès avait choisi la stratégie de la rupture, il a choisi la stratégie du scandale. De ce jour où il plaida à Marseille le voyage au bout de la nuit pour défendre un clochard à sa plaidoirie contre la peine de mort dans l'affaire Christian Ramsey. De son petit cabinet au milieu des puits à Marseille à son élection de casse-cou démocratique, de contrebandier de la politique à l'Assemblée nationale, Maître Gilles Bercolard, bonsoir. Bonsoir, mais je ne me suis pas trop reconnu dans tout cela, parce que c'est trop... C'est écrit partout, non? Voilà, il y a le petit chien, il a cassé le téléphone, on en est pour 2000 €. Voilà. Non, ça a un côté qui me plaît beaucoup, parce que ça a un petit côté Cyrano, je trouve. Ah oui, c'est peut-être le terme bretteur, hein. Oui. Sigi, Hercule, Saint-Vignan. C'est pas vous qui l'avez écrit le début Ah ben dites bretteur, bretteur, pas bretteur, non, bretteur. On devrait dire bretteur. Ah oui, mais c'est parce que vous savez. Ok, le panier de Philippe Chevalier. Eh bien, vous ne sais pas si on dit bretteur ou bretteur. Moi, j'aimerais que vous alliez me prêter, mais bon, il faudrait vérifier. Rappelez comment sociaux. On n'a qu'à dire escrimeur. Oui. Oh, mais femme saussure, on s'en lasse. Oui, c'est quand même. Mais c'est-à-dire que si on est insomniaque, moi je recommande ça. Oui. Alors, comme c'est pour le magazine Playboy, on va commencer par raconter, vous aviez fait poser Pierrette Le Pen dans Playboy il y a 40 ans. Qui était la mère de Marine Le Pen, avec un article de Roger Berfitz. Jean-Marie Le Pen lui avait dit qu'il fallait qu'elle aille faire des ménages, et vous aviez pris la chose au premier degré. Non, c'est pas moi qui l'ai pris au premier degré. Non, pas du tout. D'abord, il faut savoir que cette opération montée par Playboy et par Jean Marcilly, qui à l'époque était le compagnon frauduleux de Pierrette, s'appelait Opération Maman. Il fallait donner un nom de code à l'opération, et c'était l'opération Maman. Les choses se sont faites d'une manière incroyablement folle. Jean-Marie Le Pen accorde une interview dans le Public, et à la question est-ce que vous donnez une portefeuille alimentaire à votre femme, je crois qu'il avait répondu l'affaire des ménages. Pierrette m'appelle, indignée, énervée, en disant tu as vu ce qu'il a dit, que je devais faire le ménage, comment on réagit. Et moi, en plaisantant, je jure vraiment que c'est vrai ce que je vous dis là, en plaisantant, je lui dis écoute, t'as qu'à poser à poil, je te m'arrête. Comme quoi, brave gens, prenez garde aux choses que vous dites. Hein. Tout peut arriver en un mot, en passant, vous perdez. Ah, bon. Elle me rappelle quelques fois après, et elle me dit j'ai bien réfléchi. Regarde raison. Je lui dis non, sur quoi? Et bien j'en ai discuté avec Jean. Il a des amis chez Playboy, et je vais poser nu en soubrette. C'est bien pour enfant. Voilà. Et voilà comment. Alors moi j'ai dit écoute, tu fais ce que tu veux. Ce que je peux te garantir, c'est que si tu veux perdre ton divorce, c'est le meilleur moyen. J'espère que tu vas être bien payé, parce que vraiment, tu n'auras pas un centime de pension alimentaire, pas un centime de dommages et intérêts, tu perdras ton divorce. Elle me répond, pour fou, je vais te faire, il m'a vexé, il m'a humilié, en avant. Et c'est comme ça que l'opération Maman est née. Alors, je ne raconterai pas les détails, parce que bon, c'est trop drôle. Vous nous racontez, c'est vrai l'histoire qu'elle avait volé l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen, et lui avait volé les cendres de sa mère. Vous avez fait un échange dans un bois entre les deux. Je fais la tête dans mon dernier livre, il s'appelle Protestation. Pierrette, un jour, me téléphone et me dit tu sais, je vais te faire un cadeau. Je dis quoi? Elle me dit je vais te faire des boutons de manchette dans l'œil de Jean-Marie. Je suis dans ça. On connaissait l'œil qui était dans la tombe, mais l'œil qui était en bouton de manchette, on ne sait pas encore. Bon. Et lui, en partant, je me suis trompé, j'ai emporté l'œil de rechange de Jean-Marie. Je ne sais pas qu'en faire de cet œil qui me regarde, donc je vais en faire des boutons de manchette. Et voilà que je rêve d'avoir quand même ces chiffres. Ouais, les boutons de manchette faits dans l'œil de Jean-Marie. Quand je reçois un coup de fil de Maître Wagner, là encore, le choix du nom ne s'invente pas. Maître Wagner qui me dit je suis l'avocat de Jean-Marie, ce que je savais, il me dit voilà, Pierrette a pris l'œil, nous avons des cendres. Il dit oui, les cendres de sa mère. Et alors, vous nous rendez l'œil, on vous rend les cendres.
Et on a convenu, effectivement, qu'on rendrait l'œil et qu'il nous rendrait les cendres. Et un matin, de brume, dans un lieu isolé, après que nous ayons traversé un pont, Maître Wagner, au son d'une musique libre, m'a remis les cendres et je lui ai remis l'œil. On dirait l'histoire d'Edgar Poe. J'adore Edgar Poe. Ah ouais, c'est une passion pour Edgar Poe. Et vous avez dit à l'époque que Jean-Marie Le Pen n'a aucun humour. Est-ce que vous l'avez validé 30 ans après? Ah, c'est con. Alors là, c'est con. Parce que j'ai longtemps cru qu'il n'avait pas d'humour. Parce que la colère l'empêche instantanément d'avoir de l'humour. Mais quand il n'y a pas de colère, chez Jean-Marie Le Pen, il a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Mais il ne faut pas qu'il soit en colère. C'est-à-dire, moi, quand je suis en colère, je n'ai aucun humour. D'ailleurs, 30 ans après, quand Marine Le Pen nous a repris, il a dit après tout, c'est l'avocat de la famille. Oui, c'est drôle. Mais quand on a eu l'occasion de discuter, il m'a dit, je ne t'en veux pas, vous êtes fait votre métier de gars, je t'en veux pas du tout. Non, non, c'est un type assez exceptionnel quand même. Et Marine Le Pen, vous utilisiez à l'époque pour communiquer avec sa mère, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui. Ça fait, oui. Vous faisiez même ses dissertations. Oui, non. Mais parfois, elle me téléphone et on avait... C'est pour ça que je suis très peiné d'être un peu en froid polaire. On a dit, aucune doudoune ne pourrait réchauffer nos relations. Hein. Alors, on va partir du début. Et dire votre famille était très romanesque, puisque votre arrière-grand-père était le fameux Nabab. Arrière-grand-père, décrit par Daudet, qui était par Quincaillier, Ponsin d'Esprit, ruiné, et qui était parti en Égypte. Là, il a fait fortune. Ouais, il a introduit le papier où on est en Égypte. Alors, ce fameux Nabab, alors c'est pas celui qui a inspiré Tartarin, non? C'est celui qui a inspiré Tartarin. Non, il n'a pas inspiré Tartarin, mais il a inspiré le Nabab d'Alphonse Daudet. Oui, c'est ça. C'est le livre éponyme d'Alphonse Daudet, le Nabab, est tiré de l'expérience qu'il a eue de ses relations avec mon arrière-grand-père, François Bravet, dit le Nabab, qui fut à un moment donné, pour moi éphémère, hein, l'homme le plus riche du monde. Oui, qui était le conseiller financier de Saïd Pacha. Oui, tout à fait. Il est parti. Quand son père a fait faillite, son père était quincaillier. Quand son père a fait faillite, c'était le déshonneur. Et il a décidé de quitter Pont-Saint-Esprit. Il avait en poche de quoi se payer un billet de bateau. À l'époque, le même billet permettait d'aller en Égypte, d'aller en Chine. On est en 1870. On est sous Napoléon III. Donc on est un peu avant 1870, hein, mais on est sous le règne de Napoléon III. Et il s'en va à Marseille, qui à l'époque était la porte de l'Orient. Et la légende raconte, est-ce vrai, est-ce faux, j'en sais rien moi, mais ça c'est le roman familial, hein, comme disait Freud. Il met le billet de bateau dans la soie de son chapeau, il pose le chapeau sur une canne, il fait tourner le chapeau, et le chapeau s'arrête sur les messagers maritimes qui partaient en direction de l'Égypte. Et il s'embarque pour l'Égypte. Et là, il réussit à pénétrer la cour de Saïd Pacha, devenir un peu l'instituteur, l'accompagnateur du fils de Saïd Pacha, et il entre comme ça dans le gouvernement, et il règle le problème de l'endettement d'Égypte de l'époque en introduisant le papier-monnaie. Il devient donc le banquier d'Égypte, ce qui a dû l'aider dans la fortune qu'il a pu faire. Après, il va construire le canal de Panama, c'est le canal de Suez. Chez moi, ce qui nous intéresse, c'est des tonnes. Mais non, mais c'est extraordinaire, parce que Suez, alors, il se construit avec Lesseps. Avec Ferdinand de Lesseps, qui était un proche de la famille. C'est drôle. Et alors, votre autre ancêtre, c'était Royer Collard, qui se battait à l'Académie française pour qu'on dise fondé sur et pas basé sur. Ah oui, il avait dit sinon, je le sors. Parce que, alors les puristes disent qu'on ne peut pas dire basé sur, non, il faut dire fondé sur, des trucs bien arrangeants. Une anecdote piquante. Un jour, j'étais jeune, pas avocat stagiaire, mais j'étais jeune chez Favre. Et j'étais à Mioche. Parce que notre ami a eu sa licence en droit. Oui, j'ai eu notre Vous êtes autant. Quand même, il faut le dire. Non, oui. Et alors,
Pour rendre hommage au vrai diplôme. Exactement. Et alors, c'est-à-dire à l'époque où l'indice c'était encore 4 ans. À 4 ans, mais elle a basculé en 3 ans. Enfin bref, je suis pas sans conseil. Elle va y aider. J'ai eu l'état d'histoire en fac de droit à Montpellier. Et alors, je vais chez Bouvard avec Las Palais. Et puis, bon, je me sketch, etc. C'était une épreuve. À chaque fois, on était contents. On passait devant les gens à 8h de soir. Il y a un jour, alors que j'étais frais et moulu de rien du tout, Bouvard dit, oui, alors c'est basé sur... Et je me mets à le reprendre et je dis, Philippe, excusez-moi, monsieur. Moi, je crois qu'on ne dit pas basé sur... Là, il rentre dans un pétard glacial. Il dit, si, pas du tout. D'ailleurs, demandez à Cécile Saint-Laurent, Jacques Durand, il dit, il cautionne parfaitement le basé sur, etc. Vous dites n'importe quoi. Le lendemain, je passe un sketch. Là, il me reprend, je sais pas quoi, il dit, non, vous avez fait une erreur de français. D'ailleurs, vous êtes coutumier du fait, vous parlez très mal de français. Ça, c'est la vengeance des mecs qui arrive toujours le lendemain. Et pourtant, Alors donc, on peut dire basé sur ou pas? non, on ne peut pas le dire. Bon, aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a pas que ça, oui. On est sur Paris. On peut tout dire, il n'y a plus de grammaire, non, il n'y a plus de grammaire, il n'y a plus de... Quand on voit l'état dans lequel se trouve le Larousse, qui accepte des mots complètement incongrus. Le français est en train vraiment de s'imbiber. Oui. Et c'est encore plus grave, c'est que la perception du français s'imbibe. Moi, parfois, il faut des interprètes. Oui, il faut un dictionnaire français, français collard. Alors, votre père est Camelot du Roi, notaire de la philosophie de Maurras, puis communiste résistant, pourchassé par la collaboration. Et vous dites, j'ai eu une éducation anarchiste dans un milieu de droite, avec Maurras à 13 ans et Marx à 16 ans. Mais oui, c'est mon père, c'est comme moi. C'est-à-dire que la vérité n'a pas de camp. Non, la vérité n'a pas de camp, non. Et en tout cas, je lui rendrai cet hommage. J'ai toujours démerdé pour être dans le camp du vaincu. Ah, ça c'est beau. Ça c'est du panache. Ça c'est Cyrano. Je sais pas comment il a fait. C'est Cyrano et Jean Aubryon. Mais du reste, à la maison, on lui disait, dis-nous pour qui tu votes, on sait. Après, élu. C'est pour ça que vous avez quitté Marine Le Pen. J'avais coupé. Oui, tout à fait. Il y avait un cheval boiteux, j'y suis allé dessus. Voilà, c'est ça. Alors, votre enfance au château de la Madone, qui est à Marseille, qui aujourd'hui a une caserne de CRS au milieu de cité, et la chapelle du château est un musée des projectiles. Oui, ça s'appelle la chapelle à Madone. Ouais. À Madone, c'était le nom du château, parce que j'appartiens à une famille très, très catholique, très pratiquante. Donc, le nom qui avait été donné au château, c'était la Madone. Et j'ai été invité, avant de faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne m'inviterait pas. Vous imaginez, on devrait être invité. Le risque qu'il prendrait, c'est pas le risque qu'il prendrait. Alors je lui ai dit, mais qui est devenu la chapelle de la Madone? Il me dit, je vais vous la faire visiter. On l'a transformée en musée des projectiles. Effectivement, je suis allé visiter le musée et j'ai pu constater ce qu'ils prennent sur la gueule. Croyez-moi, c'est du lourd. Et c'est imaginatif, le projectile. Il y a tout. Ça peut être le pavé, le pavé, une machine à laver. Ça peut être la machine à laver, ça peut être des... j'ai vu des trucs extraordinaires, mais même des projectiles qu'on a du mal à identifier. Des tampax. Oui, ils se prennent sur la gueule. Ah oui, dans des trucs, des bouteilles d'eau de Javel. Enfin, de la Javel mise dans des bouteilles en verre. Ça explose. On n'imagine pas ce que prennent... et à l'époque, ils n'avaient pas l'équipement qu'ils ont aujourd'hui. Oui. Alors, à 8 à 17 ans chez les pères maristes, et oui, j'ai acquis l'idée que l'institution, pour être acceptable, doit toujours être combattue. Et c'est là, finalement, que vous êtes devenu... vous vouliez être acteur, d'ailleurs. Mais moi, mon rêve, c'était de faire du théâtre. Et alors, à l'époque, mon père aidé fréquentait... J'ai peur de me tromper dans le prénom, mais... Fabrice Lafont, c'est pas son prénom, c'est un comédien qui n'est pas marqué, qui était marseillais, oui. Il a animé une émission de télé à une époque, je ne sais plus, bon. Enfin, il faisait du théâtre, ouais. Il faisait du théâtre, il était un peu connu à l'époque, mais je parle de ça il y a 30 ans, 35 ans. C'est pas Patrice Lafont. Patrice Lafont, c'est Patrice Lafont. Bah voilà, Patrice Lafont, qui est très connu, Patrice Lafont. Voilà. Patrice, ouais, tu savais qu'il y avait qui a son frère, qui était le fils de l'éditeur. Oui, absolument. Et qui a fait son premier rôle dans les gendarmes. Ouais, c'est ça. Voilà, On a appelé Boc. Voilà, il est marseillais. Il est marseillais. Voilà. Qui est un type charmant. Voilà. Alors bon, moi il doit être plus âgé
que moi d'une dizaine d'années à peu près, hein, et il fréquentait la maison, il venait souvent nous voir, et à l'époque, il était parti faire du théâtre à Paris. Et j'avais dit à mes parents, alors je sais pas si tu te souviens, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui m'ont marqué sur le plan théâtral. Le premier, c'est Jacques Puissant, alors ce nom vous dire rien évidemment, Non. il est devenu Éric Chardin. Ah oui, d'accord. Il a été, on prenait le train tous les dimanches soirs pour aller en pension. C'est le train qui nous conduisait à l'internat. Et comme on était des mioches, on pleurait, parce que quand on a 8 ans et quand on Alors vous alliez de Marseille à... on allait de Marseille à Toulon. Et là, on prenait un car qui nous amenait de Toulon à la Seine-sur-Mer. Et là, on entrait dans ce qui était autrefois le pensionnat des Pères Maristes qui préparait à l'école navale. Autant dire que c'était des tendres. Oui, voilà. Il fallait être bon en maths. Il fallait bon, maths. comme j'ai jamais été bon en maths, moi. Et Éric Chardin, qui deviendra Jacques Puissant, qui deviendra plus tard Éric Chardin, avait sa guitare dans le train, et il nous chantait des chansons pour qu'on chiale pas, quoi. Et puis, bon, il y a eu Patrice Laffont, alors que j'avais dit à mes parents, moi je veux faire du théâtre, ça me plaît. Et mon père m'avait dit que quand tu auras ta licence en droit, voilà, nous on reposera la question du théâtre, on verra à ce moment-là. Et quand j'ai eu ma licence en droit et que j'ai été avocat, il m'a dit maintenant, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à trouver un public Tu l'auras d'office, ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, ma plus grande qualité, c'est d'être acteur, et mon plus grand défaut, c'est d'être acteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, vous faites vos premiers pas d'avocat à Marseille, vous recevez votre clientèle dans un bistrot, et un jour, voilà, vous appelle, et là, c'est le premier dossier, c'est extraordinaire. Là, vous dites, j'ai pas eu le dossier, oui, vous êtes bien, moi non plus. Oui, mais il me dit, oui, mais bon, moi, j'avais jamais pris la parole dans une salle d'audience. Hein, j'ai dit à aucun, je sais pas quel jeu c'est, peut-être. À tel point que ce qui me préoccupait le plus, peut-être que tu vas comprendre, c'était le son de ma voix dans la salle. J'avais peur de ma voix. Ah oui, je comprends. Parce que nous, on est très habitués, évidemment, à force de se voir à la télé, etc., de s'entendre. Et au début, on ne sait pas la voix qu'on a. On n'a pas la perception de ça. Et que ça, très peu de gens comprennent. Que les amis comédiens, c'est ça à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit, mais on comprend tout à fait. Et j'étais pas préoccupé par le dossier, c'était bon, l'affaire était simple, là. Mais tu me dis, mais est-ce que tu vas arriver à te faire entendre? Parce qu'on n'a pas de conviction dans la fin. Non, on n'est pas préparé à la parole en public, on n'est pas préparé... Il y avait pas de micro. Ah oui, micro. Il n'y avait pas de micro, donc je dis, mais est-ce que tu vas arriver à... Mais comment s'entendre? C'est incroyable quand même qu'on nous lance comme ça. Ça, c'était où? Alors, c'était où? Aix-en-Provence. Ah, c'était Dans la fameuse... Le clochard. Hein? C'était le pot de clochard. Le clochard. Ah oui. Comment? Et alors Polak me dit, bon, je sais pas le dossier, mais c'est simple, c'est un clochard qui a tué un autre clochard. Si vous voulez bien plaider, lisez Le Voyage au bout de la nuit. De toute manière, toute votre vie, donc tous les drames que vous rencontrerez, vous aurez toujours le voyage qu'au bout de la nuit. Il ajoute, je suis juif, ma famille a été déportée, j'aime pas Céline, l'homme, mais l'écrivain, jamais personne n'a radiographié l'âme humaine comme lui. Et de fait, j'ai lu Le Voyage au bout de la nuit, je me suis inspiré de passages, et en plaidant, j'ai cité des passages entiers du Voyage au bout de la nuit. Il buvait du gros rouge, épais comme de l'encre. Ouais, on a fait un beau discours pour tous ces soldats qui avaient participé au débarquement en Provence, mais c'est quand même un cocu d'Achille, parce qu'il n'a jamais dit ça du Céline. Et il y avait un journaliste qui était là, qui s'appelait Paul-Claude Innocenzi, qui a fait la première chronique judiciaire, ma première plaidoirie, sur un cahier vert qu'il m'a donné à la fin de l'audience. Et il m'a dit, petit, vous avez des formules vraiment. C'était que du Céline. Et le clochard a été relaxé ou... Il a eu une belle, alors, il a eu une toute petite veine, il était libérable tout de suite. Et je me rappelle, il s'est levé quand il a entendu le verdict. Il s'est penché vers moi et il a dit tout fort, merci petit gars. Et vous aviez votre cabinet dans une rue où il y avait plein de prostituées qui venaient se réfugier chez vous quand il y avait des... Oui, alors dans un premier temps, j'étais dans le bar. Oui, dans le bar. Donc là, j'étais dans le bar. Et après, j'ai pris un bureau tout près du bar.
Et quand il y avait des rafles de police, ce qui arrivait souvent, elle venait se réfugier dans le bar. Dans le bureau. Et comment vous êtes arrivé à la première affaire qui est l'affaire Ranucci? Le hasard, moi, on m'a prêté toujours une rouerie que j'aime bien faire croire que j'ai, mais que malheureusement je ne possède pas. Monsieur Rambla était client chez Pollack, qui avait son cabinet juste en face du bar à pute, avec mon cabinet au-dessus. Et quand Rambla a appris que Pollack était prêt à défendre Patrick Henry, Oui. qui à l'époque avait tué un petit garçon, il n'a plus voulu que Pollack le défende. Et il a traversé la rue. Hein. C'est trop. Mon cabinet aurait été ailleurs, jamais je n'aurais eu l'affaire Ranucci. Enfin, l'affaire Rambla. Parce qu'on parle toujours de l'assassin, jamais de la victime. Oui, parce que là vous étiez civil. Partie civile, Mais oui. vous avez tout fait pour que Ranucci ne soit pas condamné à mort. Ah oui, du reste. Ça, vous avez... Oui. J'ai vu un documentaire là où je crois que c'était à Rouen, un journaliste, qui disait le seul qui a vraiment essayé de lui sauver la tête, c'est Pollack. Oui. J'ai tout fait. J'ai failli y arriver, hein. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien cru qu'il allait avouer. S'il avait avoué, il sauvait sa tête. Hein. Il était sur le point d'avouer et son avocat a senti qu'il allait avouer. Il s'est levé et il a fait écran entre Ranucci et moi. Et ça a coupé les faits. Donc, Et à votre avis, c'était lui le coupable. oh, oui, Non, mais c'est-à-dire que non, mais il y a toujours un doute, non? Non, là il n'y avait pas de. non, là, Le verre rouge, ça tenait pas trop, l'histoire de... non, on on a un argument qui est irréfutable et que même Gilles Perrault ne discute pas dans l'intimité. C'est la découverte du couteau que Christian Ranucci a indiqué du local de police où il se trouvait par téléphone aux gendarmes l'endroit où il avait caché le couteau. Donc, sauf à supposer que les gendarmes auraient utilisé le couteau qui a servi à tuer la petite fille et l'auraient dissimulé de faire condamner Ranucci, ça ne peut être que Ranucci qui a mis le couteau là. Oui, c'est ça. Et même Gilles Perrault dit que vous êtes magnifique, celui qui a reçu tous les dons, Gilbert Collard tend la main à celui que le destin a écrasé. Oui, c'est vrai. Mais attendez, il avait quel âge? Il avait 24 ans, 25 ans, je crois. Et puis, quand on voit aujourd'hui le nombre de criminels horribles, parce que la petite Maria Dolores, il ne l'a pas violée. Il l'a évidemment tuée dans la panique. Dans la panique, c'est évident. Et quand on voit ces criminels odieux aujourd'hui qui sauvent leur vie, et qu'on sait que Christian Ranucci, lui, après avoir appris qu'il était gracié quand même, ce qui était une fausse nouvelle, quoi. Il avait enfin, c'est un beau mot, j'aime bien l'employer, il est beau ce mot. Il avait qu'un calvaire. C'est le dernier condamné à mort. L'avant-dernier. Parce que vous dites tout d'un coup, on entend condamné à mort, et là, ça devient irréel, quoi. On sent la mort qui entre dans la pièce, médiévale. C'est là où on se rend compte, et aucun commentaire sur l'eau ne peut désaltérer. Et j'ai aucune narration ne peut faire vivre ce qu'on ressent. Quoi. Quand on voit le président de la cour d'assises qui entre, et je ne sais pas s'il a voté la mort, ce président. Je ne suis pas sûr qu'il ait voté la mort. Je ne suis pas sûr. Quand on voit le président qui entre, qui s'assied avec ses enseignés, avec les jurés, et qui dit l'accusé, le met-fou, le type est encore vivant. La cour et le jury, aux questions suivantes, ont répondu oui. Existe-t-il des circonstances atténuantes? Et là, tout se joue. S'il dit oui, la guillotine ne tombe pas. S'il dit non, la guillotine tombe. Et là, il dit non. Et il poursuit, vous êtes condamné à mort. Et tout condamné à mort aura la tête tranchée. Vous avez 5 jours pour vous pouvoir en cassation. Garde, emmenez l'accusé. Oui, il est mort. Ça y est, c'est tiré. Là, on se rend compte de ce que peut faire l'État. Ce que la puissance d'État peut... Le pouvoir qu'on confère à des hommes. Voilà. Moi, j'ai toujours été contre la peine de mort à cause de la relativité des hommes. Si on filait des hommes
remarquable, irréprochable, infaillible, je ne sais pas, pour qu'on punisse terriblement les gens qui commettent des crimes terribles. Mais la relativité de l'homme avec le pouvoir absolu de tuer, je trouve que c'est incompatible. Tout condamné à mort qui aurait la tête coupée, qui est un des plus beaux alexandrins de la française. Oui, mais vous savez, c'est pas pour rien que Stendhal, avant de se coucher, disait régulièrement votre civil. Il disait qu'il voulait écrire avec la rigueur du code pénal dans la chambre. Oui, parce que autrefois, c'était vachement bien écrit. C'était vraiment les auteurs du code civil. Portalis, qui est un ex-soi. Il y a un amphithéâtre qui porte son nom. Ils étaient trois. Il y avait Portalis, Chimaud de Préamigo, de Manville et Bagel. les tranchées. C'était voilà. Il était quatre, oui. Et Comme les mousquetaires. il y avait une rigueur. Il n'y a pas un mot de trop, quoi. Le fameux article sur la responsabilité civile, qui a été maintenant, qui était modifié de monde. Pourquoi tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. Vous entendez le balancement? Oui. Alors, c'est pas du Céline. Non, C'est un peu plus 17e siècle. c'est quand même beau, hein. Oui. Alors en 1975, vous défendez Laïd Moussa avec Roland Tuba, qui était un instituteur en Algérie qui avait tué un copain de chambre lors d'une rixe universitaire. Et vous recevez, c'est l'histoire extraordinaire, vous recevez un petit papier où il est écrit « Mort aux avocats qui défendent les Arabes, on le tuera et on te tuera ». Et à l'époque, il y a un dîner, parce que je crois qu'il est traversé. Oui, il est traversé. Et il y a un dîner, vous n'allez pas parce que vous avez une rage dedans. Oui, Et là, ce n'est pas seulement une ordonnance, c'est parce que c'est hypochondriaque. Et je surdose toujours. Et un de mes amis me dit, si c'est très mal, prends un Optalidon. Évidemment, je l'ai pris deux. Oui. Une heure après l'absorption, je dis, j'étais debout. Je dormais debout. Et j'ai appelé Laïd en disant, je suis désolé, je ne peux pas venir. Je suis complètement endormi. Et je suis parti me coucher. Et au petit matin, vers 6 heures du matin, on a vraiment violemment tapé à ma porte. Et j'ai vu une escouade de gens qui étaient là, en larmes, qui faisaient un bruit fou et qui criaient « Ils ont assassiné Laïd ». J'ai le temps que je comprenne, j'apprenais qu'à minuit, alors que la porte n'avait pas été verrouillée, un individu cagoulé, armé d'un fusil à canon scié dans lequel il y avait 2 cartouches, était entré, avait cherché Laïd, lui avait mis une balle dans la tête, et m'avait cherché. Et ne m'ayant pas trouvé, était reparti. Alors ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que l'information n'avait pas fuité. Personne ne l'avait dit. Il a fallu que vers 11h30, midi, voire même 13h peut-être, on décompte, on assassine dans la nuit, dans les conditions que je ne décris, un malheureux. C'est un crime à l'évidence raciste, là. Mais on n'avait pas SOS Racisme, on n'avait pas tous les bourgeois d'antiracisme qui étaient là à Gablé. À 14h, personne n'en parle. Alors moi, je commençais quand même à fouetter, parce que je me dis, merde, la lettre de menace, elle existe. Bon, alors, j'apporte la lettre de menace au procureur, qui la prend, évidemment, et puis il voit que dans l'après-midi, à 16h, personne n'en parle. Après, j'ai appelé un copain journaliste, et je lui dis, tu sais, on a assassiné Laïd. Comment? Quoi? Et c'est parti sur RMC. Et à partir de là, évidemment, tout le monde y est allé de sa larme, de sa déclaration, mais je n'aurais pas donné l'information, ça aurait pu, bon, ça n'aurait pas duré, mais ça aurait pu passer inaperçu. Alors là, évidemment, protection policière, machin. Oui, d'ailleurs, des années, Et on a retrouvé l'assassin? Non, pas du tout. Jamais. d'ailleurs, des années après, j'en ai été du Front National, je vous dirais, regardez, moi, quand on a voulu m'assassiner parce que je défendais un Nord-Africain, il n'y avait pas une rap et ça, là, j'étais pas... Oui, non, mais on m'a même reproché, il y a des journalistes qui m'ont reproché de me servir de l'affaire. Oui. Pour me dédouaner. Oui, c'est ça. Une seconde pause. C'est bon.
Alors, en 81, la Bastide sanglante d'Oriol. Alors là, quelle était cette histoire? C'était plus ou moins le SAC qui, à l'époque, avait muté plus ou moins en officine secrète, ou une chose un peu parallèle, en police parallèle, qui avait fait ce crime. Et est-ce que vous avez été ceux qui avaient en quelque sorte permis, pas l'interdiction du SAC, mais en quelque sorte mise à mal le SAC? Ben oui, j'ai permis le démantèlement du SAC. Voilà. J'ai surtout eu le grand bonheur d'avoir entre les mains tout le fichier du SAC que j'ai remis au juge d'instruction, Madame Laurence Guérin, qui m'avait dit: j'espère que vous n'avez pas regardé, bonne pêche, ni expurgé, ni regardé. Mais je peux confesser que quelquefois il est arrivé de dire à un prétentieux procureur, commissaire, préfet: oh, j'ai vu votre fiche. Ça. Et là, Ça m'a facilité la vie pendant un certain temps. Et là, dans votre procès, il y a Jean-Luc Tixier-Villancourt qui défend l'autre partie. Ah oui, c'est incroyable. Ouais, Et c'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Alors évidemment, moi, j'appartiens à la génération admirative. C'est-à-dire que les maîtres, on les admirait. On ne prétendait pas, en naissant, valoir le père. Hein. Et j'avais des figures comme ça, historiques, oratoires, sonores, imitatives. Hein. Tixier, bon, la plaidoirie de Tixier pour sa lance, c'est un monument. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, mais si, j'ai entendu, mais pas ça. mais c'est magnifique, quoi. Et C'était un disciple d'Isardi, lui, non? non, j'étais contemporain. Contemporain. Oui, c'est tous les deux d'extrême droite, encore que Tixier a réussi le prodige d'être pourchassé par Vichy, la résistance et les Allemands. Ça en fait un mec, normalement, c'est comptable. Hein. Bon. Et donc, l'affaire commence à Aix-en-Provence, c'est cela que vous voulez que je raconte, je suppose. Et je vois, parce que moi je ne vais pas l'aborder, Tixier. En plus, à l'époque, j'étais de gauche. Donc, Péché de jeunesse. avec un connerie, voilà, péché de jeunesse, oui, bon. Non, mais j'avais. On est con quand on est de gauche. Je veux dire, Tixier, c'est ils sont de droite, les becs. Non, je vais être contaminé si je l'approche. C'est pour ça que je pardonne beaucoup à Sandrine Rousseau. Parce que je sais les traumatismes que l'appartenance à la gauche peut causer, et elle, ça fait longtemps qu'elle. Donc, il lui sera beaucoup pardonné sur le plan neuropsychiatrique. Alors, je vois mon Tixier en train de tourner autour de la statue de Mirabeau, qui trône dans la salle des pas perdus de la cour d'appel Aix-en-Provence. Je vois Tixier dans un manteau, abîmé, portant une valise, elle n'était pas en carton, mais une valise, et il tournait comme un derviche vers Paris. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il faut? Je m'approche, timidement. J'en ai ma secrétaire, et je lui dis, pardon, maître, parce qu'on va te laisser maître, nos anciens. Je lui dis, maître, est-ce que je peux vous aider? On regarde, je ne sais pas où dormir. J'ai pas d'hôtel. J'ai pas d'hôtel. Je suis comme un clochard. Et là, je trais de génie. Je lui dis, mais je peux vous héberger. Il me dit, et vous pourrez me nourrir. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si mais je vous préviens, mon papa, de notre chef résistant, et comme j'habite sur le même palier que mes parents, et que c'est ma mère qui me fait la bouffe, ce soir on dîne chez eux. Donc, allez-y quand même, mollo, hein, bon. Il me dit, oh, quel bien, ouais, oh, quel bonheur, oh. Et moi, je me dis quand même, avoir Tixier chez soi pendant 15 jours, non mais quel bonheur! Et effectivement, il a passé 15 jours, 3 semaines chez moi, à nous raconter. Bon, mon père, il ne savait pas, mais de toute façon, il buvait un litre de blanc, chacun, par un litre, je suis C'était des lyriques. C'était des lyriques, quoi. Ah, voilà. Des litrons lyriques, quand même, pour dire.
Et il m'a appris plein de choses. Alors je lui ai dit, je lui ai dit mais quand même, il y a un passage extraordinaire dans votre plaidoirie pour Salan. Et c'est quand vous évoquez la différence entre l'homme politique et le soldat. Vous dites, la différence entre l'homme politique et le soldat, c'est que l'homme politique écrit tout dans son bureau avec sa plume sur le papier. Et le soldat, lui, il écrit dans la poussière, à la pointe de son sabre, avec son sang. Je dis, mais c'est sublime. Il me dit, oui, mais c'est pas de moi. Il me dit, Lorette ou le cachet rouge, servitude et odeur militaire. Ah, Vigny. Eh oui, il dit, mon petit, il faut savoir faire des emprunts sans le venir. C'est ça. Et là, il m'a donné un truc qui m'a servi toute ma vie d'avocat. C'est ce qu'on appelle des vignettes en rhétorique. Mais c'est ça, oui. On prend, alors il faut que ce soit rapidement, bien sûr. Que ce soit mélangé. Voilà. Et puis, bon, il m'a raconté l'enlèvement du cercueil de Pétain. Comment ils... C'est une histoire qui est connue de personne, mais ils ont fauché le cercueil de Pétain. Tout le monde a cherché pendant des semaines. C'est lui avec un boucher qui avait organisé ça. Bon, après, il m'a raconté l'attentat du petit Clamart aussi. Ah oui. Bon, enfin bon, j'ai passé... La plaidoirie de Salan devant un âne qu'il a pu... Alors, il m'a regretté qu'il gagne. Il m'a appris un truc aussi, non, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Bon, il m'a appris à m'entraîner devant une bouteille. Vide, hein, pas plein. Vide, parce que je lui dis, mais vous répétez vos plaidoiries. Mais je suis sûr que je le répète. Je dis, mais comment vous faites? Il me dit, mais moi, je le répète à mon âne. Alors, bon, je vais dans la campagne, j'ai l'âne en face de moi, je lui parle. Et tant que je n'arrive pas à le convaincre, je lui dis, mais vous pouvez le faire devant une bouteille, devant un verre. Hein. Et quand vous avez le sentiment que vous avez bien convaincu le verre ou la bouteille, c'est gagné. Ah ben. Et là, à propos du petit Clamart, c'est vrai l'histoire d'Yvonne de Gaulle, Madame de Gaulle, qui dit ça va, les poulets n'ont rien. Ah, c'est absolument authentique. Les poulets n'ont rien. Les poulets n'ont rien. C'était des mots la plus. C'est absolument authentique, hein, ce vrai. Ouais. Alors, une autre affaire extraordinaire que vous avez plaidé, c'était la gourmette de Saint-Exupéry. Alors, c'était un petit pêcheur marseillais. J'ai découvert. Voilà, tu découvres la gourmette de Saint-Exupéry et il veut pas la rendre. Enfin, il l'a, quoi. Ouais. C'est même pas qu'il ne veut pas la rendre, c'est qu'il l'a. Et le simple fait de l'avoir constitue un délit. Alors, au lieu de féliciter ce type, non seulement on lui pique la gourmette, parce que les héritiers de Saint-Exupéry voulaient la récupérer, ce qui peut paraître légitime, mais on l'a pourchassé, on l'a poursuivi, on l'a inquiété. Alors, c'est parce que cette gourmette est nominative, ça aurait été n'importe quelle gourmette. Ah oui, n'importe quelle gourmette, il devait la... C'est comme un trésor. C'est comme un trésor, oui. Et là, alors là, il y avait quand même la dimension culturelle, et puis ça a permis après de retrouver l'avion, ça a permis de... C'est cette... Oui, parce qu'on ne savait pas où il avait... On savait pas où il avait fait la chute hein, dans la mer, et ça a permis de retrouver l'avion, ça a permis... Alors, c'est une histoire qui passionnait les Français, mais surtout les Japonais. Parce que le petit prince est l'un des livres le plus lu au Japon. Et le type a été condamné. Oh, non, il n'a pas... il n'a pas récupéré ça. Il n'a pas... Et puis la gourmette. Et il était tombé dessus par hasard. La gourmette, il n'a pas massé la gourmette. Non, parce qu'il y avait Antoine de Saint-Exupéry. Oui, mais je l'ai là, oui. J'ai la photo de la gourmette, oui. Il y avait Antoine de Saint-Exupéry. C'est marrant d'ailleurs d'imaginer qu'Antoine de Saint-Exupéry est une gourmette. Oui, je crois qu'elle lui avait été offerte par sa compagne, dont j'ai oublié le nom, qui avait un prénom espagnol. Oui, espagnol. J'ai oublié son nom malheureusement. Hein, que les Saint-Exupéry me pardonnent. Hein, mais... Oui, et alors, ensuite, 1991, profanation du cimetière de Carpentras. Oh, voilà. Alors là... C'est un emmerdement qui... Voilà, là, les emmerdes comment Gilbert Collard, c'est presque la naissance médiatique de Gilbert Collard. Ah non, je t'écoute bien avant, non. Mais c'est là où la gauche, c'est là où je commence à me faire mordre par les petites mâchoires mesquines de gauche. Pourquoi? Parce que je dédouane le Front National. À l'époque, je ne suis pas au Front National, moi. Mais je dis, c'est un scandale que d'accuser Jean-Marie Le Pen de la profanation. Le cimetière de Carpentras, tout le monde sait que ce sont
des jeunes qui ont fait le coup, quoi. Le procureur Chapon me disait, il a été viré. Je dirais que le pont dans le cul, tous ceux qui me disaient ont été malmenés. Et moi, j'ai commencé à être persécuté par la gauche. Il y a eu la fameuse histoire de l'enveloppe. Oui, vous avez dit les... Mais que j'ai rien dit, moi. Je n'ai rien dit, non, mais mon client, M. Germont, était persuadé que c'est... Parce que tout Carpentras me disait que c'était des jeunes qui avaient fait. Et comme la juge d'instruction, qui a été dessaisie, on l'oublie trop, de l'affaire, ne la faisait pas avancer assez vite, à un jour de conférence de presse, où il faisait grand vent, et cela a son importance pour la suite de l'histoire, il a brandi cette enveloppe sans me le dire. Et moi, voyant les objectifs, avec mon narcissisme pathologique, d'acteur peut-être, mais en tout cas pas soigné, j'ai fait une psychanalyse que plus tard, j'ai saisi l'enveloppe en me disant « Bonne nouvelle, on va être photographié ». Bon, effectivement, on a des criblés de photos et ça, et je suis devenu celui qui avait apporté l'enveloppe. Donc le délateur professionnel, le menteur professionnel, alors que je n'ai fait que tenir l'enveloppe. Et je vous jure que ce que je vais ajouter est vrai. Mais je n'ai jamais retrouvé l'archive. Sentant le danger. Danger d'abord que la juge d'instruction fasse une perquisition chez moi. Danger ensuite qu'on m'accuse de faire peser l'accusation sur des inconnus. J'ai dit, je vous rends cette enveloppe, monsieur. Je ne veux pas en être le détenteur. Ça a été coupé. Alors, c'est vous dire que lorsque la bien-pensance veut votre peau, c'est ça. tout est bon. Hein. Non, mais que chacun se le mette dans la tête, tout est bon. Tous les coups sont permis à la bien-pensance. Et est-ce qu'à l'époque, François Mitterrand, qui était un peu bas dans les sondages, avait utilisé cette affaire pour c'est évident. retrouver les forces vives de la maintenant, c'est admis dans ce patron de la DGS, il a dit, des renseignements généraux de l'époque, pardon, l'a dit, il a écrit, ça a été dit, écrit, ça a été analysé, Roland Dumas l'a dit, Pierre Jox aussi l'a dit, je crois, Roland Dumas, j'en suis sûr, Jox, j'en suis quasiment certain, mais je ne pourrais pas l'affirmer, ça se fait personne maintenant. Hein. Oui, d'ailleurs, 30 ans après, c'est à cet endroit-là que Marie Maréchal a été élue pour venger son mort. Ça ment le démenti, comme tu dis. Oui. On n'a jamais su qui c'était en fait. Si, on nous a fait. Des skinheads sont allés se constituer prisonniers pour avouer la profanation parce qu'ils avaient des remords de conscience. Et ils sont allés se confesser auprès des renseignements généraux. Et évidemment, dès qu'on a eu cette confidence, ça a complètement permis de clore l'affaire. Ils n'ont pas été condamnés du reste, ça a été une peine de principe. Mais l'honneur était sauf. Et quand même, n'oublions pas que le mari de la instruction appartenait au renseignement fédéraux. Alors, autre affaire qui a fait beaucoup parler, c'était Richard Véran. Ah oui, il y avait des problèmes de prononciation et de compréhension du français, non? Oui, c'est ça. Le cycliste. C'est quoi le cycliste? Ouais. Alors, avec cette fameuse formule. Là, qui était très drôle, à l'insu de mon plein gré. Non, mais... Il y avait Georgina Dufoy aussi, coupable. Oui, c'est ça mal aussi. Mais le fameux à l'insu de mon plein gré, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. Quand Richard m'explique que il a été dopé, mais il ne savait pas. Je lui dis donc, c'est à votre insu. Mais j'étais à 1 kilomètre de travers de m'imaginer qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire insu. Et j'insiste, je lui dis donc, vous avez été dopé à l'insu de votre plein gré. Et j'étais à des milliers de kilomètres de dictionnaire. Imaginez. C'est une forme géniale, voilà. Voilà. Et quand on l'interviewe, lui, il mélange tout et il dit j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré. Bien en réalité, on m'a dopé à mon insu et pas de mon plein gré. Cela dit, c'est la formule qui est maladroite parce qu'elle est enfantine, mais elle n'est pas inexacte. Et les guignols, évidemment, s'en sont emparés.
En plus, il y avait sa façon de parler, comme d'Asie. Oui, il parlait comme ça. Il reconnaissez que vous êtes le leader de l'équipe, là, et il dit, non, le dealer, non. Du tout, non. C'est ça. Le leader, jamais de la vie, je suis pas un leader. C'est le leader quand même. Non, je n'ai jamais été le leader. Il avait pas fait d'anglais. Voilà, il avait pas fait Alors, vous avez été avocate de Christine de Véjoncourt également. Vous dites que ça a été une affaire qui a fait beaucoup écrire et peu juger. Et vous dites que c'était une sorte d'héroïne de boulevard emportée dans le mirage médiatique. C'est un peu Saint-Jean. Oui, ça peut être un moment, oui, de petites choses. C'était l'histoire des chaussures. Les chaussures fait quoi? Les chaussures du mat. Oui, mais non, dans Berlin, il faut écouter Dumas raconter. Il m'a raconté un soir chez une amie qui n'est plus là, malheureusement. Elle est morte. Madame Rudler, qui était directrice du laboratoire de police scientifique, et Dumas, dans un dîner, comme on n'en fait plus, quoi. Bon, vous avez raconté l'histoire de Godas. Il me dit, mais le plus drôle, c'est que mes chaussures, elles font des coins de poing. Elles marchaient. Hein. Et alors, c'est un montage, l'affaire. Je ne sais pas comment elle s'appelait, la construction, là, qui est devenue écolo, qui avait des lunettes rouges. Et là, je le C'est un joli, oui, c'est ça. Un joli qui a voulu se faire un peu de pub, quoi. Et elle a commencé avec ça, enfin, elle a persécuté. Le faux président, oui. Et elle a fini en politique quand même. Oui, alors, chez les écolos. Chez les écolos, voilà. Non mais quand même, non mais moi j'imagine d'enfermer dans la même pièce Sandrine Rousseau et Eva Joly. Ou un match de catch. Ou alors, faudrait les mettre sur un bateau. Ah, mais ça. Pince-moi. Et alors, il y avait aussi l'affaire Aurore Drossa, la fille d'Yves Montand, qui, alors, La fille supposée. supposée, alors, et en fait, comme Yves Montand refusait tous les tests, etc., on l'a mis, en gros, elle a bien raison. Et vous avez réussi à faire déterrer. Non, il y a eu il y a quand même une prise de des tests comparatifs qui ont abouti à une absence de reconnaissance à 99%. Ouais. Et j'ai joué, moi, sur le pourcentage restant. Les néo-juges, là, vraiment, si vous dites qu'elle n'est pas la fille, c'est au bénéfice du doute. Hein. Et ils ont dit, bon, ben, on exhume. Alors, j'ai eu l'impression dans ma vie d'être souvent détesté. Mais à compter de l'exhumation de combien de temps, alors, mis à part les quelques névrosés qui ont vu je ne sais quelle sulfureuse contamination de ma personne qui devait les exciter, je me faisais insulter, mais du matin au soir. Oui, parce que c'était une icône. Ah oui. Donc, on déterrait une momie. Ah là, Ramsès II. Oui, Ramsès II, oui. J'étais le personnage sacrilège, moi. Hein. Et en fait, c'est sa mère lui avait tellement dit, c'est la ressemblance hystérique, tu avais tellement dit tout inventé la fille en longtemps qu'elle avait voulu lui ressembler dès qu'elle est grande. Ce qu'on appelle l'hystérie. Voilà, c'est ça. C'est l'hystérie du cobre. Enfin, ça existe en psychanalyse. Et elle lui ressemblait vraiment. Ah, il semblait, oui, vraiment, mais Moins que Mazarine et François. là, je crois que c'est plutôt l'hystérie du corps en action. Oui, mais Oui, parce que c'était à la même époque aussi, vous étiez ami de Jean Dardali, vous étiez à Lyon International. On était très amis avec Jean, alors tu l'aimais pas. À propos de Mazarine, oui, qui avait dit, je crois que c'était passé à la télévision en direct 20 ans avant, qui avait dit on va enlever la certaine fille cachée d'un certain président. Mais c'est nous qui l'avons découvert. Oui, C'est nous, moi à l'époque, je travaillais avec Jean Hébert. Ouais. Je travaillais. Peut-être qu'on travaillait, on n'en a jamais payé, bon. Mais je ferais, disons, à l'éducation nationale, et Jean Hébert, et c'est comme ça que Mitterrand nous a mis sur écoute, hein, parce que ça, on savait. Hein. alors pourquoi est-ce qu'il a mis autant de monde parce que qui vous mettent sur les coups, mais pourquoi Carole Bouquet, pourquoi Je crois qu'il avait pris. Oui, ah oui, ça l'amusait. je crois. D'entendre des conversations. Non, Il y avait donc de belles actrices. Non, je crois qu'un allant de. Non, il y avait un côté très bien, très médiéval dans chez vous savez, je peux me tromper, hein, parce que bon, je dis tellement de conneries que je veux être prudent, hein, mais quand on fréquente beaucoup la littérature, on finit par croire qu'on en fait pas. Et Mitterrand est un homme qui lisait beaucoup, et je crois qu'il se déplaçait un peu dans le temps, quoi. Il se voyait à l'époque de Richelieu, à l'époque de Louis IX, à l'époque de Louis XI, vous voyez. On l'appelait Florent. Voilà, c'est Un homme d'intrigue. un homme d'intrigue, oui. Je peux peut-être dire une connerie, mais vous allez me le dire, hein, c'est une connerie, hein, je tiens beaucoup. Hein. Aujourd'hui, les gens
sont dans la banalité. Parce qu'ils n'ont plus la transfusion imaginaire que donne la lecture. Bien sûr. Parce que maintenant, on est submergé On est d'accord. dans les images électroniques. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Solaire il y a quelques années. À un moment d'Internet, il a dit ça veut être la pléthore. Ah, que c'est la même pléthore. Et la pléthore, évidemment, ça vous empêche de réfléchir. Donc, il y a plus. Et d'ailleurs, les gens n'ont plus de mémoire. Le paradoxe, c'est que les gens n'ont plus de mémoire. Puisqu'ils sont tellement abreuvés, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont lu. Et ce qui est grave, c'est que dans les jeunes générations, ce n'est pas le cas de Simon, qui est un peu exceptionnel, qui est même exceptionnel tout court. Les jeunes ne lisent pas. C'est vrai. Mais d'abord, on n'a pas le temps de lire. Non, et puis ils ne sont pas habitués au livre. Moi, je suis désespéré. J'ai une collection magnifique de Pléiades. Mais mes deux filles s'en foutent. Hein. Qu'est-ce qu'elles font? Ben, il y en a une qui est... alors, j'en ai une, il y en a une qui est conseillère régionale au Rassemblement National, qui a prouvé sa liberté de ton vis-à-vis de moi, en me disant je t'emmerde, je ne suis pas, il dit bravo. C'est pas le meurtre du père, c'est une petite claque. Non, il dit très bien, bravo, très bien, je te félicite. Et l'autre est chez eux. Non, l'autre elle est complètement un art, l'autre elle a fait l'école hôtelière. Ah bah ça c'est bien. Elle a fait l'école hôtelière, mais elle a trouvé un petit bistrot dans le village, où en attendant peut-être d'acheter le bistrot, elle fait le service, parce qu'elle me dit ça me permet d'enregistrer plein d'histoires. Elle est commère. Ah oui. Alors, Elle est motin. Elle est potard le soir quand elle arrive, on ne va pas voir. Après elle arrive, elle commence à nous raconter. Mais c'est extraordinaire ce qu'elle sait. Oui, c'est... Non, mais, alors, elle nous parle de l'assassinat qui a eu lieu à 5 km de là, qu'on ignorait. Elle nous parle de la vie d'un le milliardaire qui a découvert une forme de bouchon. Alors, et elle est littéraire finalement, elle nous fait tous les soirs une chronique d'antan du bistrot d'aujourd'hui. Oui, c'est drôle ça. C'est drôle, hein? Il faudrait qu'elle le couche sur le Et papier. elle dit, je lui dis, mais écris-le, parce que aujourd'hui, on a rencontré la mère Bachin, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle nous emmerde, elle a des cocus. Et ça, j'ai dit, raconte tout ça. Est-ce qu'elle a un petit accent méridional? Oui. Elle n'aime pas quand je lui dis, donc elle a un accent américain. Est-ce qu'elle est dans votre village, là, vous habitez? Le bistrot, c'est le bistrot du Pont, c'est le café du Pont. Je recommande à tous Vous allez... d'y aller, parce que c'est un endroit, non, mais je fais tous mes déjeuners là, maintenant. C'est dans le Haut-Gard. Dans le Haut-Gard, voilà. Oui, c'est ça. Il n'a rien à voir avec le Haut-Gard. Non, bien sûr. Donc, je dis à mes amis, genre, venez, on déjeune là, quoi, parce que c'est un tout petit bistrot, mais qui fréquentait par étonnant, voilà. Étonnant, qui apporte leur bouteille, qui bouscule, Moi, pour avoir vécu quand j'étais adolescent dans cette région du Midi, dans ce Gard, j'ai adoré cette région, j'ai adoré cette pays. Ah, moi j'aime beaucoup. Qui était une... C'était... Alors, c'est pas notre enfance stricto sensu, mais ça j'ai quand même des... Quand même, c'est Pagnol, ma tête. Ça me bouille. C'est-à-dire, c'est la France de Pagnol. La France pittoresque. Mais ils ont des réflexions. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous n'avez pas vu mon petit chien là. Si, oui, si. Oui, mais il y a un autre jour, avec ma femme, on passe devant le bistrot pour aller jusqu'à la voiture, et il y avait attablé deux habitués qui regardent le chien et qui dit, bah alors lui, c'est dans la police à secret. Hein. C'est génial, ouais. Oui, c'est très... Et vous racontez aussi, en 89, vous faites agresser avec Jean Dardani à Marseille par des hommes de... C'est à pied de la French Connection, il faut en même temps. On ne sait pas, en tout cas, celui qui a voulu nous menacer dans le bureau, il s'est retrouvé en bas de l'escalier, là. Mais je l'ai retrouvé après. Ouais. On est devenus copains. Il m'a même aidé dans une électro. Quoi, oui, la vie. C'est des hommes de tapis, ça. Ouais, c'est un homme de tapis, oui. Ouais. Mais la vie, moi, je renonce à me fâcher définitivement avec quelqu'un. Oui, parce que il y a tellement d'amis qui sont devenus des ennemis, il y a tellement d'ennemis qui sont devenus des amis. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que Marseille est vraiment un truc à part dans l'Hexagone, dans la France? Est-ce que c'est politiquement, socialement, c'est vraiment une chose qui n'a pas d'équivalent ni à Lyon, ni à Andorre? Est-ce que c'est vraiment un îlot, une espèce d'État dans l'État? Oui, si vous n'êtes pas de Marseille, vous n'êtes pas de Marseille. Oui, déjà. Vous ne comprendrez pas. Hein. Vous ne comprendrez pas. Et alors maintenant, ça se fait un peu.
parce qu'il y a un club, Les particularismes régionaux se perdent. ouais, bon. Il y a des problèmes de, il y a des problèmes de mixité. Oui, Que nous approuvons, bien sûr. Hein, je sais pas, mixitons. Hein. J'embrasse mon épouse, mais ça n'est pas un bouclier ni un alibi. Voilà. Enfin, regarde, ça Il existe vraiment. elle est comme elle est fort jolie, c'est pas une punition, hein. Mais il y a, oui, il y a tout un brassage qui n'est pas fait intelligemment, voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, je le dis vraiment du fond du cœur, que le métissage. Oui. Non, mais je suis malheureusement d'accord parce que mon épouse ne veut pas avoir d'enfant. non, mais c'est bien dommage. Oui. C'est bien dommage parce que c'est On aurait pu imaginer que notre petite fille ou notre petit garçon eut la beauté de sa mère et l'intelligence de son père, mais surtout pas le contraire. voilà. Non, mais voilà, Marseille, ils peuvent quand même. Oui, bien sûr. De ce côté, pas étonné. Mais d'ailleurs, votre premier procès médiatique, c'était pas un cinéma de Marseille, qui s'appelait le Rému. Oui. Et alors, tous les gens d'Espagne veulent là pour se branler, c'était un cinéma porno. Vous, à l'époque, il y avait François Ouais. Pouvoir, mais Voilà, c'est ça. on ne pouvait pas se branler en Espagne comme on voulait. Voilà, et alors vous avez été... La branlette espagnole est... Voilà, c'est ça. Dans Marcel Pignol qui est... Et vous êtes allé... Marcel Pignol, c'est venu à point nommé. Et vous êtes... À point nommé. Et vous êtes allé voir le grand de chez Marcel Pagnol en disant mais c'est honteux que le cinéma s'appelle le Rému, ça n'était le premier procès médiatique. Non, vous l'avez c'est- débaptisé. C'est plus compliqué. J'ai vu le coup. Je veux dire, je devais avoir un certain sens de la communication. J'étais tout jeune avocat, et je me suis dit, tiens, il y aura un bon coup à faire, là, parce que quand même, le Rému, un cinéma porno, Rému, vaut mieux que ça. Bon, ce qui m'a permis, il reste de devenir très ami avec la fille de Rému. Vous savez comment elle s'appelait, la fille de Rému, non? Regarde, Madame Brun. Ah, c'est drôle, là, oui. Elle avait épousé un Anglais, un Wolfer, qui s'appelait M. Brun. Bon. Les Bruns, comme Brun, et il était anglais. Comme Brun, il était anglais. Il s'appelait pas Brown. Non, c'est Brun. C'était Brun. Un exilé, sans doute. Et la petite fille de Rému avait épousé Claude Dauphin. Ah oui, Bon, tous ces noms diront rien à nos amis. Oui, c'est sûr. Ils nous épouseront, mais nous on connaît. Quoi, voilà. Et donc je suis entré comme... Alors on a gagné le procès, évidemment. Bon, et grâce à tout cela, je suis entré dans l'intimité de la famille Rému. J'ai pu voir les caleçons de Rému, par exemple, qui étaient gigantesques. Son stylo, Mont Blanc, gros stylo. Alors on disait de lui, c'était un acteur fabuleux, on disait qu'il avait 5 caractères. Oui. Ah oui, très sain caractère, très sain caractère, mais c'est un... Il copique, un génie d'acteur. Alors, j'ai pu voir les manuscrits, j'ai vu le manuscrit de la femme du boulanger, oui. Le tapuscrit, même, on appelle ça un tapuscrit maintenant, avec des dessins de Pagnol. Et j'ai vu la scansion de Rému. Il avait un crayon rouge et bleu, et il scandait la phrase par 2 traits, un trait, un trait latéral pour le silence, 2 traits pour le silence plus long. C'est-à-dire, quand on dit que le théâtre, c'est ce qu'on de jouer, qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves? Leur apprendre à respirer. Et quand on voit un texte travaillé par Rému, on se rend compte à quel point la respiration était importante. Tout le texte était travaillé du point de vue du souffle. Et d'ailleurs, on disait au début de cette émission que si Vergès avait fait la stratégie de la rupture, vous, c'est la stratégie du scandale. Et est-ce que c'est toujours valable de faire un scandale et finalement de baigner le procès dans l'opinion publique, ou est-ce que ça peut desservir l'accusé? Parce que dans une biographie écrite sur vous, Dupond-Moretti dit que dans un procès d'assises très compliqué, il ne faut surtout pas faire la stratégie du scandale. Mais Dupond-Moretti m'a beaucoup illustré, mais je vous dirais brutalement que aujourd'hui, scandale ou pas, tout le monde s'en fout. Parce que, pour reprendre un mot de ce grand, immense sociologue et ami qui est Maffezoli, la société est en situation de saturation. Tout est saturé. Tout est saturé. Il n'y a plus d'indignation, les gens sont submergés et s'en foutent. Et plus ça va aller, plus on s'en foutra. Petite pause. Alors, on va découvrir par 2-3... Vous avez découvert dans Historia, c'était très drôle, que le prix de la Louisiane n'avait jamais été payé par les États-Unis. Absolument. absolument. C'est que 15 millions de c'est un Voilà.
Mais là encore, c'est un coup de fou, ça. Bon, on était en plein mois. Ah ben, j'ai mon téléphone qui repart. On était en plein mois d'août, on s'ennuyait. Il y avait les tables de la loi. C'est ça. Eh bien, on là un double téléphone, on a vu ça en 300 émissions. Voilà. Et on s'ennuyait, on ne savait pas trop comment s'occuper. C'était le mois d'août, on sait que le mois d'août était un mois terrible, journaliste. Hein. Et il y a un copain qui me dit, t'as pas une affaire? Ils m'ont. Non, vous voyez, c'est horrible, on s'emmerde. Non, j'ai pas d'affaire, non, tu dis le mois d'août. Puis je rentre chez moi le soir, et je lisais Historia. C'est bon, bon. Était fondé par Benoît Méchain. Oui, il y a eu bon numéro 1. Bon. Et je lis un article sur la Louisiane, et je me rends compte que la Louisiane n'a jamais été payée. Je me dis, tiens, mais ce sera pour le coup d'assigner les États-Unis en paiement. Mais quelque chose de Mais c'est blague. C'est comme la soubrette. mais ça a pris. Ça a tellement pris qu'il y a eu un colloque. Oui, non, mais il roule. Dans le droit international public. Oui, et puis on a eu des historiens qui se sont mêlés, mais non, on a payé, on n'a pas payé, mais jamais, voilà. Et puis il y a un type qui dans Thierry Lafronde, là encore ça, les jeunes générations, on ne même pas savoir ce que c'est, jouer le rôle du moine, je ne sais pas si tu t'en souviens. Alors, je me rappelle très bien Thierry Lafronde, mais je ne vois pas le moine. Ben, le moine, c'était, je ne sais plus de son nom malheureusement, c'était un ancien de la 2e TV. Oui. Je le rencontrais très souvent à Mossad, il a lycée. C'était un personnage truculent, qui m'a donné mes premiers cours de diction. C'est lui qui m'a appris à respirer, à articuler. Bon, il m'a donné vraiment un type talentueux. Et il me dit, puisque c'est comme ça, Gilbert, je fonde la 2e division de libération de la Louisiane. Et il lance le truc, résistant de tous bords, rejoignez-moi, on va se faire parachuter sur la Louisiane. Ça a pris Roland Dumas à peine. Et c'est là, c'est le truc qui a donné toute son impulsion à l'affaire. Et il me dit, qu'est-ce qu'il sort de lui? Je dis, écoute, voilà, le mois d'août, on s'emmerde, c'est ça. Il me dit, moi, je rentre dans le coup, hein. Je dis, non, tu rentres dans le coup? Ah oui, oui, il voulait en être. J'en suis. Et alors, Roland Dumas, voilà, là, c'est devenu l'avocat de Picasso, l'avocat de Lacan. Roland Dumas, Mitterrand. C'est Roland Dumas qui vous a présenté Lacan. Absolument. Ouais, pour un contrôle fiscal. Là, oui. Et puis là, Quand on parle de psychanalyse, le fric n'est jamais très loin. essentiel. Ça fait partie de la... C'est pas pour faire entrer la psychanalyse en prison, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est essentiel, il faut payer. Payer. Et moi, un jour, Lacan m'avait dit, vous savez, vous allez tout comprendre. Vous perdez une pointe de pique. Vous en foutez. Vous perdez un blanc. En malade. Entre nous, la pointe de pique et le tout blanc. Et vous saurez en plus. Il me dit, voilà, c'est le prix. Les choses ont la valeur que vous y mettez. Donc, apprenez à vous faire payer, etc. J'ai quitté mon psychanalyste quand il était guéri, c'est ça, non? Voilà, donc, c'est très drôle. Ouais. Mais ça sont des coups magiques, quoi. Et on va finir sur Sœur Emmanuel. Vous avez fait un livre avec Sœur Emmanuel. Chiffonnière. Comment vous l'avez connu? Quel était le nom? Écoutez, Pas dans un bar à Marseille. Non, pas dans un bar rapide à Marseille, non. Non. Encore qu'elle aurait pu se retrouver, elle avait un culot bon, sans que rien ne lui faisait peur, hein, comme elle, rien. Hein. Avec sa voix comme ça. Un jour arrivé dans mon bureau, ma secrétaire tremblant, qui dit, c'est bon que le jour où j'ai Bordeaux, il y a une imbécile qui se battait pour Bordeaux. C'était Bordeaux. Une autre fois, Pasqua. Et il y a un malade qui s'est passé de Pasqua. C'était Pasqua. Alors, écoutez, maintenant, hein, même si elle vous dit, je suis Jésus-Christ, vous le passez. Alors, elle arrive, elle me dit, quoi? Il y a Sœur Emma Manuel qui veut vous parler. C'est la voix. Incroyable. Puis elle me dit, avec sa voix, éviter, évidemment. Elle tutoie tout de suite. Oui, tout de suite. Elle me dit, est-ce qu'on peut se parler en fantôme? Oui, Emmanuel, voilà, peut-être. Je t'explique, j'ai besoin de ton aide. On a un curé qui dit la messe, alors, d'une manière magnifique. On ne sait pas ce qu'il lui a pris.
il est allé se baigner à la piscine municipale et il a plongé nu dans la piscine. Et il est tout de suite, votre âge à la télé. Est-ce que tu peux le tester? Oui, bien sûr. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, puis avoir Emmanuel dans ses relations, hein, bien sûr, il faut qu'on se voit. Alors, on se voit, puis on est devenus amis. Elle était la marraine de mes filles. Bon, ces derniers jours, ah oui, jusqu'à ces derniers jours, on l'a vu. Bon, une fois tous les 2 mois, on allait la chercher à Calian, hein, pour l'habiter. On l'a amenée au restaurant. Bon, le 11 septembre, quand il y a eu vers 2001, l'attentat contre les tours, elle était avec moi. Quand on a vu les images, on était ensemble en train de regarder la télé. Elle m'a pris la main et elle m'a dit, tu vois, Hildebert, et le pape reprendra ses propos quelques temps plus tard, Jean-Paul II. Elle m'a dit, tu vois, on n'y a pas pris garde, mais le diable est là. Il a écrit un livre avec elle. Oui, c'est pour dire, tu sais, que je vais aller en Égypte, au Caire, voir ces chiffonniers, mais on n'y a pas pris garde, mais le diable est là. Ah oui, c'était quelqu'un. Et il vous a soutenu quand vous avez fait votre campagne à Vichy. C'est une campagne très people. C'est incroyable. Enfin, elle a pris la parole, non mais là, le curé, le pauvre. On était à la messe. Qu'est-ce que vous êtes allé faire campagne à Vichy? Mais ma femme est originaire de l'Allier. Oui, et je trouvais que c'était vraiment très provocateur. Condiment, oui, parce que vous avez un côté potache. Oui, moi, non, mais je prends bien. Pas là. Je le prends très bien, moi. Mais ce que je vois, c'est l'envers permanente. Un journaliste qui m'appelle. C'est pour ça que je l'ai fait. Il me dit, il y a une libération. Il me dit, oui, est-ce que je peux venir vous interviewer? J'ai dit oui, pas de problème. Ouais. Je lui ai dit, avec l'invitation. Il fait, Ah, ça prouve qu'il a un peu de culture. Un peu de culture, oui. Je lui ai dit, oui, enfin, pour le théoréticien, oui, alors, il me dit, vous allez vous présenter où? À Vichy. Maintenant, si vous me demandez où je passe mes vacances, je n'oserais pas vous le dire. Il me dit, vous voulez passer où vos vacances? Je lui dis à Nuremberg. Et il l'a écrit. Ah oui. Oui, c'est là qu'on voit que le gars est con. Et il l'a écrit. C'est pas possible. Ça fait gros, hein. Je pensais que vous alliez dire Berchtesgaden, mais... non, mais ils sont cons, les macabres. Et méchants. Oui, les méchants, plus. Parce que moi, je n'en veux pas à un journaliste de faire... Mais c'est tellement petit, on sent tellement dans les questions la petite haine, quoi. La petite méchanceté. Oui. C'est médiocre. Oui, c'est ça. Il n'y aurait pas de méchanceté, bon, ils font leur boulot, hein. Mais on sent ils sont contents, quoi. En tout cas, il y a fort beaucoup de grandeur. Ah ben non. Vous avez fait une chanson, et donc à Vichy, avec Gérard Berliner. Ah, Vous avez aimé une ville. Mon ami Berliner. Perçoit l'Ouest. Qu'est-ce que je l'ai aimé? Qu'est-ce qu'on a pu boire comme cognac? Je n'ai pas suivi, heureusement, sur ces autres excès. Hein. Quel poète. J'aime les poètes. Oui, j'étais très ami avec Léo Ferré. J'aime les poètes. Avec Gérard, on passait des soirées entières à écrire des poèmes. Je me rappelle d'une soirée, peu de temps avant sa mort, hein. Ça devait être 5-6 mois avant sa mort. On était dans un état que les kilomètres réprouvent. Bien, mais on ne conduisait pas. Alors là, on ne conduisait pas. Et je lui donnais des paroles et il les mettait en musique. Alors on s'amusait, on prenait un mot au hasard. Ça pouvait être haricot. Il fallait faire un alexandrin et il le mettait en musique. Puis la beauté musicale emportait le texte. Et il m'avait dit, avant de mourir, il m'avait dit, Gilbert, maintenant, je vais arrêter de déconner, on va commencer à écrire des vrais textes. Il a fait un spectacle sublime sur Victor Hugo. Ah, mais oui, c'est sublime sur Mais il est mort très, très vite. Il a puisé beaucoup de la vie. Mais quel poète. Son spectacle sur Alter Hugo, c'était, je crois. Oui, c'est ça, Alter Hugo, oui, exactement. Ouais, elle a vu 4 fois son spectacle. Oui, ça a cartonné, comme on dit dans le jargon.
Écoutez, maître Gilbert Collin, merci beaucoup. Oui, mais c'est bon, Merci beaucoup. mais j'espère qu'on se reverra dans le gars. Ah oui, C'est cool qu'on vous comment remercie. s'appelle votre dernier livre déjà? Pardon? Votre dernier livre, dites-nous. Mon dernier livre, alors c'est un drôle de bouquin qui a pas de succès, mais c'est pas grave. Il s'appelle Protestation. Et j'ai passé 2 mois dans un monastère. Ah oui, oui. Et tous les jours, je passais 2 heures avec un moine, un copain, un copain, avec un moine, et c'était tellement riche notre relation intellectuelle que tous les soirs je notais sur un carnet ce qu'il me disait, et j'en ai fait un livre. J'en ai fait un livre. On se promenait, on discutait, par exemple, on parlait beaucoup de la mort. Je me rappelle ce qu'il m'avait dit, mais écoute, peut-être qu'une fois qu'on sera mort, on se dira, merde, si j'avais su, j'aurais voulu y aller plus tôt. C'est pas mal. Je lui ai dit, mais bon, je suis pas pressé pour toi. Il me dit, non, mais attends, je dis pas qu'il faut te précipiter, mais on sait pas. On sait pas, regarde Rimbaud, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, quand il a entré dans la mort, il a dit, j'entre dans la lumière. On sait pas, on sait pas. Alors, je raconte, alors on parlait de politique, mais avec un homme qui n'en a rien à foutre. Qui n'en a rien à foutre. Du candidaton, des décorations, des honneurs. C'est sublime de voir affaire à des gens qui s'en foutent. Il faut dire qu'il était moine. On était moine. Et quand on est moine, on est bien chaussé. Ah, très bien. Même s'ils sont en sandales. Ouais, ça, encore Mais pourquoi vous aviez passé 2 mois là-bas? Pardon? Pourquoi vous aviez passé 2 mois là-bas? Parce que j'en avais marre. J'étais fatigué du monde, j'en avais marre. Voilà, c'est tout. Alors je ne conseille pas d'y passer 2 mois, mais 1 semaine, ça fait un bien fou. Hein. C'était où? C'était en Normandie, dans un monastère. Donc je n'arrive jamais à retenir le nom, c'est un nom normand, très compliqué, donc je n'arrive pas à me le mettre en mémoire, mais dans le livre c'est marqué. Écoutez, merci, vous allez. Merci, Merci beaucoup. merci Gilbert Collin. Et madame.